Une femme sur trois meurt d'une maladie cardiovasculaire et sur les 15 dernières années, le nombre d'infarctus a été multiplié par 3 chez les femmes. Il est grand temps de s'occuper du cœur des femmes. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Karine Laurent. Karine Laurent, vous êtes pharmacienne, mais vous êtes aussi éducatrice triathlon santé. Et avec moi aussi le docteur Stéphane Manzon-Sulberman. Vous êtes cardiologue à l'hôpital de Lariboisière et vous êtes également porte-parole de la Société européenne de cardiologie. Vous êtes surtout très investi sur le problème du cœur des femmes. Alors pourquoi on doit parler spécifiquement du cœur des femmes? Est-ce qu'il est si différent ce cœur des femmes? C'est surtout qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, que les maladies cardiovasculaires ont été décrites initialement chez les hommes, que les principales études qui appuient les traitements que l'on utilise avaient recruté relativement peu de femmes, moins de 20%. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des formes particulières, plus prépondérantes chez les femmes, et qu'il y avait surtout un pronostic différent de ces maladies cardiovasculaires, notamment de l'infarctus du myocarde, avec un risque de mortalité beaucoup plus important lorsqu'on est une femme par rapport à un homme. On va revenir en détail là-dessus, mais physiquement, le cœur des femmes, il est plus petit, il est plus fragile, le système cardiovasculaire, il est différent. Qu'est-ce qui différencie, moi j'ai envie de comprendre ça, qu'est-ce qui différencie les femmes des hommes? Alors, il n'y a pas tant de différence que ça, il faut simplement considérer que le cœur et la taille des artères est proportionnelle à la taille. Donc vous ne pouvez pas comparer des artères d'un homme d'1,80 m, 90 kg avec une femme qui fait 1,60 m et 50 kg. Il y a aussi des petits bonhommes, moi je ne suis pas très grand. Également, j'ai un cœur de femme. Également, probablement. Après, il y a des études qui ont été réalisées qui montrent que le muscle est plus sensible chez la femme au stress, avec des réactions qui ont été observées, notamment en faisant des scintigraphies, avec beaucoup plus d'ischémie. C'est pour ça que de plus en plus, notamment lorsqu'on s'intéresse spécifiquement à la maladie cardiaque chez les femmes, on parle de maladie ischémique et pas seulement de maladie coronaire, puisque ce n'est pas toujours l'occlusion, le rétrécissement classique tel qu'il a été décrit, qui est à l'origine de la pathologie chez une femme. Pour parler français, ischémique, pour que les gens nous comprennent. C'est la souffrance du muscle cardiaque par un défaut d'apport en oxygène. Alors ce défaut d'apport, ça peut être dû à une occlusion, à un caillot dans un vaisseau ou une plaque qui grossit, qui rétrécit la lumière de l'artère. Ça peut être également une atteinte des micro-artères qui vont être rétrécies ou plus sensibles à des phénomènes de spasme. Et ça, on le voit plus fréquemment chez la femme par rapport à l'homme. On vient de parler des différences physiques. Maintenant, on va parler des différences en termes de ressenti, de symptômes. Qu'est-ce qu'il y a comme principale différence entre l'homme qui fait son infarctus, on l'a vu 10 000 fois dans des films, la douleur comme ça, thoracique, importante, ou dans le bras, et chez les femmes, comment ça se passe? Alors, dans 2 tiers des cas, chez les hommes comme chez les femmes, il y a cette douleur rétrosternale qui va être constrictive, qui va être en étau, qui peut irradier vers la mâchoire, vers le bras. Donc ça, c'est 2 tiers des cas. La principale différence, ça va être que chez les femmes, il y aura beaucoup plus de signes associés. Et c'est dans une étude canadienne a montré qu'il y avait jusqu'à 7 signes associés à cette douleur thoracique. Ça peut être nausées, palpitations, vomissements, une douleur plutôt épigastrique. Et c'est ça qui va risquer de faire errer le diagnostic. Autant pour la patiente qui se dit j'ai mal à l'estomac, je vomis, le cœur, déjà on ne m'en a jamais parlé, on ne m'a jamais dit que je pouvais faire un infarctus. Et elle va retarder l'appel au SAMU. Et ensuite, lorsqu'elle se présentera, si elle n'a pas les signes électriques évidents, eh bien, ça peut faire errer le diagnostic. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est des signes diagnostiques qui peuvent être confondus avec d'autres choses, notamment par la patiente en premier, qui va se dire « Oh ben, je fais une petite crise d'anxiété, je suis stressée, et puis j'ai pas envie de déranger, finalement je supporte bien la douleur ». Les femmes supportent mieux la douleur, non, sans doute, un peu? Alors ça, il n'y a pas d'études. On avait réalisé il y a quelques années
une étude sur les syndromes coronaires en comparant hommes-femmes en USIC, l'étude Cassandre, et on avait vu que à niveau de douleur quantifié par l'échelle visuelle analogique, chez les hommes et chez les femmes recevaient beaucoup plus de morphine pour un score équivalent. Donc les femmes peut-être en demandent moins. Et, elles sont moins doudouilles. Alors, comme elles sont moins doudouilles, on va le dire, moi je le dis, et voilà, elles sont moins doudouilles. Donc, elles sont moins doudouilles, elles n'ont pas été sensibilisées au fait qu'elles pouvaient faire un infarctus ou avoir un problème cardiaque. Donc, elles appellent pas les secours, en fait. Elles appellent plus tard. Elles appellent plus tard. Quand c'est vraiment grave. Heureusement, non, on arrive à intervenir dans des délais acceptables, sinon ça serait catastrophique. Mais elles appellent en moyenne une demi-heure plus tard que les hommes. Et en cas d'infarctus, chaque minute compte, puisque chaque minute, c'est du muscle cardiaque que l'on perd, qui ne repoussera plus. Donc ça, c'est un des messages forts, je crois, à faire passer aujourd'hui, c'est de dire aux femmes, les maladies cardiovasculaires, l'infarctus, c'est aussi les femmes. C'est également les femmes, et de plus en plus, et des femmes de plus en plus jeunes. On a vu que ça c'est les données de Santé publique France, sur les 5 dernières années, on a eu une augmentation de 20% par an du nombre de femmes hospitalisées pour un infarctus du myocarde, avant l'âge de 60 ans. Alors, donc ça, c'est un message fort à faire passer aux femmes, mais pas simplement aux femmes. C'est aussi un message fort à faire passer aux médecins généralistes, parce que les médecins généralistes ne sont pas suffisamment sensibilisés aux... Tout à fait. Il faut qu'ils préviennent. Toute patiente est susceptible, est également exposée. Ça reste la première cause de mortalité chez les femmes. Et il faut anticiper, le dépister, et surtout que les femmes, et leurs conjoints également, soient en mesure d'appeler le plus tôt possible le 15. Un infarctus du myocarde, on n'appelle pas son médecin, on n'appelle pas sa voisine, c'est le 15. Voilà, donc une prise en charge à améliorer, c'est clair. La prévention aussi. Beaucoup, surtout. On traitera... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Prévention. On dépiste, on traque les facteurs de risque, tout ce qui peut provoquer un infarctus du myocarde. C'est quoi? C'est en premier lieu, et c'est le tabac. Le tabac, chez les femmes jeunes, 80% des infarctus avant 50 ans surviennent chez des fumeuses. Alors, quid du tabac et de la pilule? Je pense que ça fait pas bon ménage, enfin j'ai vu ça dans des études. Ça c'est l'association terrible, tant pour l'infarctus du myocarde, mais aussi pour l'AVC. Alors, tabac, pilule et chez une migraineuse, là c'est l'AVC à coup sûr avant 50 ans. Donc le tabac, il n'y a pas de petit tabagisme. On ne sait absolument pas, on n'est pas en mesure de connaître la susceptibilité individuelle. Donc on ne peut pas dire, allez, 3-4 cigarettes par jour, ça fait rien, je suis jeune, etc. Non, on ne connaît pas. Donc à partir du moment où il y a tabac, il y a risque. Et donc il faut choisir. Et l'association avec la pilule va rendre le risque exponentiel, pas seulement d'infarctus, d'embolie pulmonaire, les deux pouvant être mortels. Autre facteur de risque, l'hypertension. Alors notamment, il y a des transformations hormonales chez la femme importantes. Là, à ces moments-là, il faut bien surveiller son hypertension. Alors l'hypertension, c'est pas écrit sur le front, donc ça se dépiste, ça se traque. Ça, c'est un beau slogan. L'hypertension, c'est pas écrit sur le front. Et il faut absolument la rechercher. La rechercher, c'est une évidence au moment de la première prescription d'une contraception, mais tout au long de la vie, lors des visites chez le médecin, et puis savoir y penser sur des femmes qui ont mal à la tête. Mal à la tête, ça peut être de l'hypertension. Il faut le mettre en évidence par des automesures, par des mesures ambulatoires. On porte un appareil pendant 24 heures pour dépister est-ce qu'il n'y a pas une hypertension durant la nuit qui explique des maux de tête le matin. L'obésité, ça joue aussi, non? Et il y en a de plus en plus. Les dernières études FAST-MI, ce registre qui évalue pendant un mois les caractéristiques et la prise en charge de l'infarctus en France, tous les 5 ans, des photographies montrent que chez la femme, notamment la femme de moins de 60 ans, il y a de plus en plus d'obésité. Alors, dans la prévention, il y a aussi le sport, parce que le sport, c'est l'ennemi de l'obésité, l'ennemi de l'hypertension et c'est l'ami du cœur. C'est ça, je résume bien ou pas? L'hypertension, les hypercholestérolémies aussi, le diabète
aussi, on a parlé, ça c'est aussi un gros pourvoyeur, un gros facteur de risque. Et ces syndromes métaboliques qui vont être accentués au moment de la ménopause avec ce changement hormonal. Le sport, on se tourne vers Karine, hein, c'est la sportive. La référence. Voilà, sportive et amateur. Pardon? Pas professionnel. Hein. Pas professionnel, mais bon, aussi, hein, vous en faites beaucoup du sport. Hein. Moi, je vois vos vidéos sur votre blog, tout ça. Karine, elle n'arrête pas. Alors, déjà, on va s'arrêter sur la définition de sédentaire. Oui. On est sédentaire à partir de quel moment? On est sédentaire, par exemple, en ce moment. C'est à chaque fois qu'on passe du temps assis. Donc, je voulais juste informer. Moi, je suis debout. Hein, voilà, vous êtes debout, donc vous n'êtes pas sédentaire. J'essaie de lutter contre la sédentarité. Il faut vraiment passer le message, y compris chez les sportifs, parce que beaucoup de gens me disent « Oui, mais moi, je fais 1 heure de sport par jour. » Oui, mais si, à contrario, on est resté 10 heures de temps assis, et surtout en ce moment en télétravail avec des conférences Zoom et je ne sais quoi, ce qui compte, c'est vraiment le temps passé assis. Donc, plus on va passer du temps assis, plus il va y avoir des effets délétères, bien évidemment, sur la santé et bien évidemment sur le versant cardiaque. Alors moi j'ai vu une définition, vous allez me dire si elle est correcte. On est sédentaire quand on est assis plus de 7 heures par jour. C'est-à-dire que par exemple une employée du secteur tertiaire qui garde sa voiture à proximité de son bureau et qui est assise toute la journée et dont les loisirs sont paisibles, elle fait un peu de jardinage, un petit peu de marche en forêt, même si elle fait 3 semaines de randonnée pendant l'été, on dit que c'est une sédentaire, c'est ça ? Exactement, et ça doit être la priorité aujourd'hui de santé publique. Hashtag, moi j'arrête pas sur les réseaux sociaux, je mets hashtag no sédentarité. Alors avant d'en arriver à plus avoir de sédentarité, c'est déjà limiter sa sédentarité, c'est-à-dire limiter son temps assis. Donc faites des pauses, voilà, au boulot c'est important, on se lève. Voilà, on se lève, on peut faire des petites routines. On va à la machine à café, comme ça. Des petites routines de mobilité. On boit du café et on a de l'hypertension après. Voilà, exactement. Merci Karine des conseils. Super. Alors, la sédentarité, je me retourne vers le doc, la doc. La sédentarité, pourquoi c'est pas bon pour le cœur, la sédentarité ? Eh bien, finalement, on pourrait croire que ça le repose. Ça ne va pas le reposer, ça va déconditionner complètement tous les mécanismes. L'homme est fait pour être actif. Pour avoir des apports également limités. Or, dans notre société actuellement, nos comportements, c'est tout l'inverse. C'est peu d'activité et beaucoup d'apports. Et donc un déséquilibre complet avec un déconditionnement. Le cœur va être moins capable, lors du moindre effort qui pourra survenir, de s'adapter. Donc tout de suite, une accélération de la fréquence cardiaque, une rigidification également des artères qui vont alimenter l'hypertension et puis le développement de l'athérome. Donc, en clair, le cœur, il ne faut pas le ménager, on doit le renforcer. Alors, il ne faut pas non plus l'entraîner. Il ne faut pas non plus le brutaliser. Hein. Non, ça ne doit pas être un effort soudain, brutal, inhabituel, mais au contraire, un entraînement régulier, progressif, avec l'endurance comme principal facteur de maintien. On va demander à la spécialiste. Exactement. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Déjà, routine, quotidien, je suis sédentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on explique, c'est qu'il faut vraiment avoir une régularité dans la pratique de l'activité physique. Ça, c'est une première chose. Et comment, finalement, on instaure cette régularité ? C'est extrêmement simple. Hein. À partir du moment où on va prendre plaisir sur le type d'activité choisie, on va vouloir continuer et continuer à entraîner son cœur. Moi, je dis toujours aux malades que j'encadre, puisque j'encadre beaucoup de malades, je leur dis toujours, votre cœur, c'est un peu votre moteur. C'est le moteur. Donc clairement, l'idée, c'est pas de passer de la première à la 4e, mais c'est d'y aller progressivement, d'avoir une activité physique adaptée où on prend plaisir et en groupe. Le plaisir. Alors, au quotidien, déjà, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas sportif, on va aller sur le sport après. On n'est pas sportif, mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Cohérence cardiaque ? Alors, oui, au quotidien, effectivement, on l'a signalé. Aujourd'hui, on est dans une société qui est extrêmement stressante. On sait très bien que le stress joue bien évidemment sur la modification de la tension artérielle. La cohérence cardiaque est un exercice extrêmement simple. Pour retenir, c'est 365, 3 fois par jour, donc 5 minutes, et vous faites 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Voilà, parce que... Et alors, 5 secondes d'inspiration. Et 5 secondes d'expiration. Vous avez des applications sur Internet qui vous aident avec une petite boule qui monte et qui descend et que vous suivez. Bien évidemment, par rapport à votre phase de la journée, si vous voulez engendrer la relaxation, il va falloir accentuer son temps d'expiration. Donc, c'est-à-dire
J'inspire 4 secondes. Et donc, alors, Je souffle 6 secondes. Et je souffle 6 secondes. Et ça, pendant 5 minutes. Et combien de fois par jour? 3 fois par jour. 3 fois par jour. Matin, donc, midi, soir. Tous les 300, donc d'où le 365. Voilà. Hein, 3 fois par jour. Donc 5 minutes par jour et du coup 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Voilà, bon, ben on va essayer. Alors maintenant, je veux aller un petit peu plus loin. Allez, j'ai fait ma cohérence cardiaque, je me sens mieux, je veux faire un peu d'activité physique. On ne va pas dire de sport, hein, pour ne pas faire peur aux gens. Activité physique. Il y a un truc dont vous m'avez parlé, c'est le talk test. Oui, talk test, talk, ça veut dire parler, hein, voilà. Anglais, c'est ça? Oui, alors, qu'est-ce que c'est le talk test? Parce que beaucoup de gens, avec les montres, etc., tout le monde est ultra connecté. Et en fait, moi, j'incite les gens à se reconnecter à eux-mêmes. Donc, pour prendre conscience et reprendre l'activité physique, il faut savoir, voilà, quand est-ce que je vais me mettre en danger ou quand est-ce que je ne vais pas me mettre en danger. Donc, quand vous reprenez l'activité physique, c'est extrêmement simple. Il y a le talk test. Vous allez accélérer, par exemple, si je... Alors là, voilà. Là, vous arrivez à me parler. Vous êtes au premier niveau. Je suis au premier niveau. Je suis au degré 0 de l'activité physique. Alors, vous continuez. Vous allez aller un peu plus vite. Là, vous allez avoir de plus en plus de mal à me parler. On est au niveau 2. Quand même que je suis vous êtes entraîné quand même. En forme. Et le troisième, allez-y. Voilà, j'y vais là, à fond. Et là, on arrive au troisième niveau où on n'arrive plus du tout à parler. Oui. Donc, dans le cadre de la reprise d'activité physique, il faut penser à bien s'échauffer en restant dans la zone 1 et ne jamais dépasser la zone 2 quand vous êtes en reprise d'activité physique. C'est des repères extrêmement simples, pas besoin d'avoir de montre. S'il vous plaît, arrêtez, déconnectez-vous aussi de vos montres. À un moment donné, c'est le meilleur moyen d'agir sur soi. Par contre, il y a le test d'effort aussi quand on veut reprendre l'activité physique. Tout à fait. Alors, quand on veut reprendre l'activité physique, le problème, c'est que pour qu'un test d'effort soit efficace, qu'il puisse dépister des anomalies, il faut qu'il soit mené à un niveau satisfaisant. Et souvent, notamment chez les femmes, eh bien, ce niveau d'effort qui permettrait de dépister une anomalie n'est pas atteint. Donc, le test va être peu sensible et donc ne servira à rien. Il vaut mieux dans ces cas-là, s'il y a des facteurs de risque, si on veut dépister une maladie coronaire, passer à des tests beaucoup plus sensibles, des tests pharmacologiques notamment. Avec comme une échographie à la dobutamine, une scintigraphie également à la persentine. Mais le test d'effort tout simple n'est valable que si le niveau d'effort est suffisamment mené et est plutôt intéressant chez des personnes qui sont déjà sportives. On a parlé de cohérence cardiaque, on a parlé de souffle. Le souffle, il y a d'autres choses à faire aussi sur le souffle. Alors oui, moi, tous les gens que j'encadre, et c'est ça aussi que je voulais un peu sensibiliser les gens, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent plus respirer. Donc faire de l'activité physique, c'est bien, mais il faut apprendre aussi à comprendre ces mécanismes de respiration et à optimiser sa respiration. Je me méfie là, elle va me faire Alors, des exercices. Jean-Claude, aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice extrêmement simple. Qu'est-ce qui va jouer et influencer une bonne ou une mauvaise respiration? C'est une petite entité qu'on a en dessous, le diaphragme. Alors, je vais vous inviter à masser votre diaphragme. Donc, c'est extrêmement simple. Vous allez vous pencher vers l'avant. Voilà. Vous allez mettre donc, vos mains sous vos côtes. Sur mon gros bidon. Allez, hop, on penche le buste en avant. On met nos petites mains sous les côtes comme ceci. Et on va masser. Et on va aller justement aller chercher une respiration extrêmement apaisante. Et on va petit à petit remonter tout le long de vos côtes jusqu'au niveau du centre phrénique ici. Et ça, c'est hyper important. Il est où votre centre phrénique à vous? Ici, sous les côtes. Voilà. Le vôtre, voilà. Au même endroit? Certainement au même endroit. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'un diaphragme contracté, c'est quelqu'un qui va extrêmement mal respirer. Et alors donc là, on va chercher, alors bon, on va être sérieux, on va chercher on se baisse, on va chercher, vous massez avec la pulpe de vos doigts. Et pendant combien de temps? Et bien ça, autant de fois que vous voulez. Et on respire en même temps? Et on respire en même temps. Et bien évidemment, il y a des gens qui vont avoir la respiration coupée. C'est signe que le diaphragme est trop contracté, qu'il ne marche pas de façon efficiente. Il faut le muscler, son diaphragme? Alors, faire des exercices? Alors, on peut. Alors, il y a des muscles qui sont en jeu, notamment dans le diaphragme, qui est le transverse, qui joue notamment sur les mécanismes d'expiration. Donc là, c'est ce que je dis aux gens. Un truc très simple. Tous les jours, vous abaissez vos épaules, vous aspirez le ventre et vous vous autograndissez. Et là, vous musclez votre diaphragme, Jean-Claude. Ah, bah c'est bien ça. Je vais muscler mon diaphragme alors. Voilà. Le transverse, pour les mécanismes d'expiration. Combien de fois il faut le faire, ça? On peut le faire autant de fois qu'on veut. Bien évidemment, avec la société stressante, les gens ont un diaphragme extrêmement contracté. Il y a d'autres muscles, bien évidemment, qui jouent sur les mécanismes de respiration, notamment les trapèzes, qu'il faut extrêmement donc soulager. Donc, je vais vous inviter aussi à relâcher vos trapèzes. Donc, vous allez tout simplement relâcher vos épaules, éloigner vos épaules de vos oreilles. Vous allez incliner la tête du côté droit.
voilà, comme ceci, et vous allez donc abaisser votre, comme vous avez incliné la tête côté droit, vous allez abaisser votre épaule gauche. Hein? Voilà. Sans accentuer naturellement. Ça me donne un et là, et là, vous le faites pour votre trapèze. Il le fait, voilà, pour ses trapèzes. Il y a d'autres muscles aussi très importants, carré des lombes, hein, qui jouent aussi sur une contraction du diaphragme. Donc là, c'est pareil, vous allez faire la petite danseuse, regardez. Vous allez tout simplement, on peut le faire assis ou debout, et on va chercher très loin. Donc là, j'ai pris mon bras gauche, je vais chercher très loin. Voilà, du côté droit. Et là, j'étire bien mon carré des lombes. Un carré des lombes détendu est un diaphragme qui marche bien aussi. D'accord ? Le psoas, on l'a déjà vu ensemble. Ah, le psoas, vous me l'avez fait ça, le psoas. Et on va faire un dernier, parce que je sais que vous aimez bien ça, c'est étirer aussi tout ce qui se passe ici au niveau des muscles, ce qu'on appelle les scomes. Donc vous allez pencher la tête en arrière, incliner donc la tête côté droit, et là vous étirez bien les muscles ici, les scomes. Et il faut faire bien évidemment droite et gauche. Donc ça, c'est des trucs. Parce que sinon on n'en a qu'un. Voilà. C'est extrêmement simple, mais je peux vous assurer, vous gagnez en capacité respiratoire. Et il y a un dernier petit exo, on s'est amusé tout à l'heure en préambule de l'émission à le faire, pour augmenter sa capacité respiratoire. Donc c'est de travailler une inspiration extrêmement longue. Donc on est là, on peut le faire avec une paille. Je sais bien le faire, vous allez voir. Vous pouvez le faire avec une paille chez vous, je n'ai pas osé amener ma paille aujourd'hui. Donc on est là et on va inspirer le plus longtemps possible. Jean-Claude, je vous laisse inspirer. Voilà. Et plus on va chercher longtemps cette inspiration en mettant effectivement sa bouche comme si on avait une paille, plus on va engendrer aussi un relâchement et augmenter sa capacité respiratoire. Voilà. Et notre cœur. Je suis capable de respirer longtemps quand même. Et comme je dis, n'oublions pas que la respiration, c'est donner de l'oxygène à tous nos organes. Alors tout ça, c'est super. Donc au quotidien, cohérence cardiaque, on reprend le sport. Talk test, et puis on fait un sport qu'on aime, et puis on ne va pas au-delà de ses capacités. Un dernier point dont on n'a pas parlé, le pouls. Oui. Pas les poux, le pouls. Le pouls. On peut faire du sport si on a des poux, mais quand on fait du sport, on surveille son pouls. Voilà, on peut le surveiller. Après, comme Karine l'a dit, ce qui est important, c'est de prendre plaisir et se déconnecter. On ne va pas être en permanence les yeux rivés sur sa montre. La règle, c'est ne pas dépasser la fréquence maximale théorique. C'est quoi cette fréquence maximale théorique, FMT? C'est 220 moins l'âge. Ça, c'est la fréquence à ne pas dépasser. Et puis, si on reprend progressivement, eh bien, on va s'en approcher, mais on ne va pas chercher à l'atteindre. On va s'en tenir un petit peu à distance, surtout dans les phases de reprise. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse cette fréquence? On met son cœur en danger? Qu'est-ce qui se passe? Surtout s'il n'est pas entraîné, il va s'accélérer de manière très rapide. Et pourquoi il va s'accélérer? Parce qu'il va essayer de délivrer de l'oxygène à l'ensemble de l'organisme sans être aidé par les muscles périphériques qui n'ont pas été entraînés. Donc on va lui demander un surtravail qui risque de déséquilibrer la balance qui s'est instituée, surtout s'il y a des rétrécissements coronaires. C'est ce qu'on va être dans un état potentiel d'ischémie, c'est-à-dire de balance non compensée entre les besoins en oxygène de ce cœur qui travaille, qui s'accélère pour faire ce qu'il peut, et puis des apports qui ne sont pas adaptés. Un bon cœur, c'est aussi un cœur qui récupère vite un rythme normal, c'est ça? Exactement. Mais ça, c'est l'effet de l'entraînement. D'accord. Choisir un bon sport, c'est un sport qui nous fait plaisir, on l'a dit, mais c'est quoi un bon sport pour le cœur? J'entends souvent dire que c'est des activités d'endurance, c'est vrai? Principalement, oui. C'est par cette endurance qu'il va se créer ce conditionnement, cette adaptation. Oui, alors c'est vrai que quand on est dans la reprise d'activité physique, il ne faut pas oublier que le corps s'est désadapté au niveau articulaire, au niveau musculaire. Donc il faut privilégier des sports portés. Donc la natation, bien évidemment, le vélo, la marche. Je vois trop de gens là actuellement en surpoids, limite même en obésité, se mettre à courir. C'est la dernière chose à faire, hein. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes en surpoids, recommencez vraiment par de la marche. Moi, je ne cours pas. Voilà. C'est vraiment privilégier les sports portés. Et ce qui est important, c'est que les gens restent motivés. Donc je vous conseille aussi de faire de l'activité physique à plusieurs, parce que le groupe motive, c'est aussi gage de continuité de l'activité physique. Et la régularité. Et la régularité, c'est ça. C'est mieux de faire un petit peu de sport tous les jours,
ou de faire beaucoup de sport une fois par semaine? C'est la régularité, il vaut mieux le faire en fractionné et puis ça permet également d'augmenter chaque jour un petit peu, de passer de 15 minutes à 20 minutes progressivement, mais c'est pour pouvoir avoir les bénéfices sur le long terme. Alors justement, les bénéfices, on fait 5 minutes de sport tous les jours, ça vaut pas grand-chose. Il faut faire quoi? Il faut faire 15 minutes minimum. Alors, il y a un nombre de calories. Il y a, là aussi, on va se déconnecter. La Société européenne de cardiologie a publié lors de son congrès début septembre des recommandations sur l'activité sportive. L'activité sportive, ça s'adresse ce qu'on appelle en prévention primaire, c'est avant qu'il y ait eu un accident cardiaque, mais également en secondaire. Et donc, en prévention primaire, on dit au minimum 150 minutes d'activité modérée par semaine. Donc ou 75 d'activité intense. Et ça, c'est le minimum. Et puis, évidemment, si on a du cholestérol, de la tension, du diabète, il faut essayer de faire plus. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau. On va montrer, avant de se quitter, le livre qui vient de sortir de Claire Mounier-Veillé de la Fédération française de cardiologie, Mon combat pour le cœur des femmes. Le cœur des femmes, il faut en parler. Merci, docteur Stéphane Manzo-Silberman. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital Lariboisière et également porte-parole de la Société européenne de cardiologie. Merci Karine de nous avoir fait souffrir et de tous vos conseils. On vous retrouve prochainement sur ce plateau. Voilà, les femmes, prenez soin de votre petit cœur et vous aussi les hommes, prenez soin du cœur de nos femmes. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.